c'est pas quelque chose qu'on doit programmer, ça perturberait plus le jeu, je présume. Oui, non, on l'a, c'est inné, hein, on a envie de le faire. Bon, ça paye pas toujours, malheureusement. On a vu pour Jimmy, hein, il a été plusieurs fois en finale consécutivement. Et la championnat du monde, vous voulez dire surtout? Oui, à Sheffield, et malheureusement, il n'a pas encore de titre. On espère que cette année il pourra peut-être concrétiser le titre qui lui manque. Ça va bien en plus. Oui, alors ça, Sheffield, on n'y est pas encore. On peut rêver. Ce serait super pour lui, ce serait exceptionnel comme histoire. Ce que les journalistes appellent a story, hein, une histoire, c'est-à-dire quelque chose qui reste dans les annales d'une discipline. Et face à lui, Paul Hunter. Qu'est-ce que vous savez de ce garçon? C'est un joyau, hein, quand même. Oui, très régulier et très appliqué. Je pense que ce sera un match très 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 difficile pour Jimmy quand même, parce que Paul est beaucoup plus affûté, beaucoup plus... Oui, déjà. Alors ce qu'il faut savoir de Hunter, c'est pas mal fait ça. Ah oui. C'est que il arrive d'une opération médicale et donc c'est un peu un convalescent qui s'est déplacé à Pékin. Il a des kystes dans certaines parties du corps et ça lui a été retiré. C'est en train d'être analysé. Il est sous haute surveillance maintenant. Ça fait quelques années d'ailleurs qu'il a des difficultés de ce type. Et c'est tout à son honneur que d'être venu et de s'être sorti du tour précédent. C'est-à-dire d'avoir fait bonne figure alors que justement le premier tour est souvent un match piège. Et ça s'est joué sur la manche décisive contre Carter. Là, il y a Paul Hunter qui essaye tout de suite de rentrer dans le match, de se mettre en confiance et vraiment de mettre son empreinte sur le début du match. Alors ces joueurs, on les voit en opération assez immédiate là, mais ils arrivent d'une salle attenante où il y a plusieurs autres tables. Ils ont le practice quoi, à côté. 21. Il en fait souvent des attaques du paquet par la bleue, me semble-t-il, Hunter. Oui, il apprécie plus facilement la bleue. Il a moins de risque d'erreur en fait sur la bleue. Et moins de chances de rester dans le paquet quand on arrive par la noire. Mais il me semble qu'il le privilégie assez vite. Et pour la construction de son break, pour tout de suite faire la différence sur la frame. C'est-à-dire que là, après, il n'y a plus qu'à... Pour eux, hein, bien sûr, il n'y a plus qu'à construire un peu plus... Alors on sait que vous êtes sûrement fasciné, vous avez été quart de finaliste de la dernière Coupe de France, Philippe Guillon. Vous êtes fasciné par ces mécaniques à empocher. Oh. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces superbes Formule 1 qu'est-ce qui va faire que l'un va gagner, dominer l'autre, alors que tous ces joueurs ils peuvent accumuler une victoire sur un adversaire sans difficulté à tout moment. C'est sur la durée que les niveaux sont modulés. De toute façon, à la base, ils sont capables de faire exactement les mêmes choses. Ce qui se passe après, c'est que c'est les vases communicants, c'est-à-dire que il y en a un qui prend l'ascendant sur une frame ou carrément après sur le déroulement du match. Et ce qui se passe, c'est aussi le mental. C'est vraiment sur le mental, sur la préparation, et puis la mise en confiance, les premières billes. Comme là, Hunter, il est rentré vraiment tout de suite dans le match. Et là, je pense qu'il va prendre un ascendant. Si White arrive à le contrer tout de suite, ça va s'équilibrer. Mais
faut que déjà White fasse attention à ne pas laisser trop d'ouverture pour pas passer à 2-0. Et se faire ainsi prendre la première manche. Donc White démarre et il est sans avoir joué pratiquement, il est à 1-0. Enfin, Et puis il est froid surtout. Il est froid de plus. On peut imaginer que ça entraîne un non-match. 42. Non, parce qu'ils sont capables de gérer ce genre de situation. Ils sont capables tout de suite de reprendre la main comme l'a fait Hunter sur la frame suivante. Il n'y a pas de... Après, c'est l'échec qui va décider. C'est-à-dire qu'il va prendre un peu plus de risques pour essayer de revenir dans le match. Et là, s'il y a un échec de réalisation, ça risque de basculer. 47. Quel beau rythme il est en train de mettre à cette partie. 48. Puis il y a toujours le facteur chance. Là, il pouvait rester collé au milieu il veut sur assurer les rouges et puis en fait il a traversé le petit paquet. Non, là il veut assurer, il va nettoyer toutes les petites rouges qui sont... C'est un peu... Ah oui, c'est bon. 53. De façon à ne laisser la table en cas d'échec avec un minimum de billets, quoi. Et un minimum de points, bien sûr. 54. Voilà le seuil des 50 points passé. Il y a des gens qui nous ont interrogés sur la différence de score qui pouvait exister entre ce qui est affiché en bas et qui bouge à chaque fois et ce que l'arbitre dit. L'arbitre, c'est le break. Et en bas, c'est le cumul. Voilà, comme quoi, c'est d'ailleurs un rappel constant que devant l'écran, il y a plus de gens qui connaissent pas le snooker qu'il n'y a de praticiens, de pratiquants ou de connaisseurs. Oh. Super. Ah oui. 65. Poche centrale ou poche à gauche, Philippe? Je pense qu'il va jouer le collet bande et va aller sur la bleue, tout simplement. C'est pas le moment de prendre de risques. De toute façon, il est... La poche centrale était plus difficile. Ah oui. Là, il est en train de se mettre tout simplement en confiance et... 71. En 59 sur la table maintenant, pour cette frame. On va avoir un rythme de jeu assez rapide, je pense. C'est bon pour le match, ça, tout de suite ça va... Alors c'est moins bon pour nos téléspectateurs qui souhaiteraient vous entendre répondre à leurs questions sur le forum. Des questions d'ordre technique, puisque vous êtes un bon pédagogue. On n'aura guère le temps, un match qui peut être court. En tout cas, il sera haletant et évidemment, on va privilégier le jeu sur tout ce que seraient nos propos. On va voir comment Jimmy White va gérer la situation sur la deuxième frame, parce que là, à mon avis, il va concéder. Voilà, 80 points de break. Thank you. Frame 2. Jimmy White the break. Frame numéro 2. Et ça doit être la deuxième ou la troisième visite de White à la table. Ça fait 20 ans qu'il vient en Chine, White. Il a un fan club local très déterminé, qu'il suit d'ailleurs dans tous ses déplacements. Il y a quelques appareils photo qui se mettent en marche chaque fois qu'il joue. Il s'en est plein d'ailleurs. Il a un coup assez difficile. Qu'est-ce que vous pensez de cette présence de deux quadragénaires
les 16 meilleurs joueurs du monde. Non, ça prouve bien qu'il n'y a pas d'âge pour jouer au snooker. Hein. Même à haut niveau, hein, il n'y a pas de... Il ne faut pas se dire oh, bah, je suis un peu trop vieux. Ou... Non. Il suffit de pratiquer régulièrement et d'être rigoureux dans son entraînement, dans sa façon de jouer. Est-ce que vous savez s'il y a une vingtaine d'années, on avait une proportion identique de quadragénaires? Oui, elle était plus importante. Plus importante encore. Donc oui, il y en a de moins. Alors ça veut dire aussi que les exigences du haut niveau sont... Par le nombre de frames est calculé, est mis en place pour justement sélectionner, favoriser en fait les jeunes hein, sur la durée en fait. Hein. Que ça soit tout au long du tournoi ou sur les matchs proprement dit, c'est-à-dire sur les quarts, les demi, les huitièmes, etc. Mais auparavant, oui, les quadragénaires étaient beaucoup plus présents. Il y avait l'époque de Dennis Taylor, les trentenaires peut-être plus, hein, John Parrott, bon, tous les anciens. Hein, tous ceux qui ont disparu aussi du classement. Mais c'est vrai que quand même la moyenne d'âge a beaucoup baissé. Hein. Un match qui vient de se terminer sur une table voisine. Marco Fu a gagné 5-3 contre Dave Harold. Il a terminé avec un break de 53. Jimmy White ne prendra pas beaucoup de risques. Hein. C'est pas... Justement par rapport à cet échec. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait d'échec du tout parce que là ça fera tout de suite 2-0 et surtout que là la table est un peu ouverte. Par les coups de défense. Constellation. Une nouvelle caméra, c'est la première fois qu'on l'utilise. Ah, c'est bon signe ça. C'est parti. Il est bien parti Hunter, Gilles, Dales, mais Gara White. C'était à 13h19. Six. Seven. Oui, là, il a fait 3 billes, 3 coups identiques, hein, screw shot, très bas, ras du tapis. 13. La même chose. Alors ça lui donne un déplacement différent parce qu'il a un angle beaucoup plus important qui lui permet de revenir sur la noire. Twenty-one. Là, il va essayer de s'occuper des 4 rouges qui sont en haut de table. Même pas, non, il revient directement sur la bille importante, la noire. Hein. 25. En train d'effeuiller cette table de printemps de Pékin. À moins qu'il y ait un plan, il y a peut-être un plan sur les 2 billes du centre.
que la caméra le devine. nous donne l'info. Ouais. Oui. Oui, je crois. Ouais, non, même pas. Pourquoi vous ne l'aviez pas deviné cette bille? Parce qu'on n'est pas dans l'axe, tout simplement. C'est juste une question de perspective. Ouais, dans le principe, il n'y avait pas d'opposition à ce qu'il la joue, White. Alors il a ouvert encore un peu plus le jeu. Cette table, elle est vraiment appétissante. Sur notre forum à Dunkerque, on cherche des salles et des partenaires de jeu. Et il y a un internaute qui aussi voudrait acquérir une table. Ça y est, il se lance. Si vous avez des adresses. Dans votre salle du Safety Club, c'est en région parisienne, au nord-est. Combien de tables avez-vous? 9. 9 tables. 9 toutes snooker, oui. taille compétition. Oui, t'as 12 pieds, oui. 9-12 pieds, après 6 américains et 2 poules et 2 français. On sait qu'en billard français, beaucoup de compétitions ont lieu sur des tables qui ne sont pas les plus grandes. Et dès qu'on passe en catégorie Masters, on est sur des tables de quoi, 3 mètres 10. 3 mètres 10. Ouais. Est-ce qu'au billard snooker, on ne pourrait pas imaginer d'avoir jusqu'à la division 1, par exemple, des tables un peu moins grandes qui permettent peut-être d'allonger les breaks, et puis au-delà pour les masters français? Ça serait une bonne chose pour les jeunes, parce qu'à la salle j'ai des soucis avec des petits jeunes comme Maki, etc., qui sont une petite taille naturellement, ils ont 8 et 9 ans, et il serait peut-être préférable d'avoir des tables un peu plus petites pour les initiés, mais financièrement ça pose des problèmes, hein. C'est vraiment... Alors au début je les fais jouer sur les billards américains qui sont beaucoup plus accessibles au niveau de la taille et pour eux plus facile à jouer quand même. On peut imaginer que des tables qui seraient 2 fois moins grandes que celles qu'on a à l'écran ne seraient pas 2 fois moins chères non plus. Je vous dirai un peu plus tard quels sont les matchs qui se jouent simultanément. Là, nos deux Anglais dans une phase défensive qui vaut son pesant de points. Non. Il faut pas qu'il rate ce genre de bille parce que... Il se plaçait sur la bleue là. Oui. Donc il y allait pour réussir. Il a de la chance sur la position. Oh non, encore non, que. Je pense que là, non. Ouais. Je croyais que j'ai un. Oh, mais je trouve qu'il se relève vite, Paul Hunter. Par rapport à sa prise de sa première frame, les 2-3 coups qu'il a, les 2-3 mains qu'il a eu là, il s'est relevé très vite et il a joué vite, alors que c'est pas du tout dans son. Peut-être une gêne physique là, c'est. Oui, ou c'est peut-être Jimmy qui remet un peu la pression aussi dans le match. Ouais, qui lui tourne un peu la tête. One. Combien de breaks là, Philippe? Oula, 40, 50 4, 6, 8, 48, 27, 85. Non, sans fermer la table, mais sans pour autant la fermer. Il est capable. Hein. Il va en faire 30-40 là. Juste ce qu'il faut pour sécuriser la manche. Ils ont des... Et toutes les rouges, enfin une grande partie, dans un coin où on score guère. Vous avez vu, Jimmy a passé sa main sur le drap pour nettoyer les petites traces qu'il laisse en fait, parce que comme il attaque de billes très basses, à chaque fois il dépose de la craie sur le drap et bon. C'est vrai qu'en fin
En fin de frame, c'est pas très agréable. Il y a des marques partout, c'est vraiment un champ de bataille. Et on sait que c'est ce qui facilite aussi les butages. Alors toujours, si vous essuyez une table ou si vous voulez enlever une petite marque, toujours dans le sens du poil. Du bas de la table, c'est-à-dire de la jaune vers la noire. Donc du haut de la table. Oui, il joue vite là. Je sais pas. C'est surtout qu'il se relève très très vite. C'est au bas-ventre qu'il a eu ces problèmes médicaux. Peut-être qu'il peut pas rester en position trop longtemps. On peut imaginer que ça soit souciant. Peut-être simplement, il a peut-être une douleur, ou il a peut-être une gêne. Oui. Alors personne pour lui faire remarquer, en plus le joueur est vraiment seul. Il n'y a pas d'oreillette avec l'entraîneur, il n'y a pas de consultation, même quand on fait de la chaise avec quiconque. Autrement dit, Hunter, il se rend peut-être pas compte de ce que vous évoquez comme c'était mieux là, déjà il s'est relevé un petit peu moins vite qu'à l'habitude. On ne le sent pas moins confiant que tout à l'heure que sur la première frame. Est-ce qu'on peut imaginer un plus long chemin à faire parcourir pour empocher une bille? La grande diagonale pour Monsieur Hunter, qui a gagné une seule fois contre White en 98 depuis 2 matchs. Il y a 5 ans et l'année dernière, gagné par White 6-2, 9-7. Hunter qui a été une des victimes du très bon parcours l'année dernière de White qui allait gagner l'épreuve dans le Players. Il y avait longtemps qu'il n'avait rien gagné. Et ça a été vraiment un rugissement de plaisir pour tout son fan club. Un peu long. À 41-0, ça vaut le coup de se battre. Si on veut gérer un match à l'économie, est-ce qu'on peut laisser filer des frames comme les tennismen le font, dit-on? Non. Tout dépend de la situation, mais en général, il faut éviter de toute façon de perdre des frames. Les frames, c'est vraiment, on le voit maintenant, ils favorisent même plus les frames que les gros breaks. Avant, il y avait le beau jeu, les gros breaks, les centuries, etc. Mais maintenant, on voit des matchs en faisant plusieurs breaks de 50, mais beaucoup moins de centuries. C'est vraiment la frame et le gain du match, vraiment, c'est le résultat. L'économie va se faire sur une fermeture de table si on est vraiment hors score ou si on va concéder la frame. Mais sinon, non, on va jouer. Puis là, il est largement assez sur la table. Nineteen. Je pense qu'il va essayer de décoller la rouge sur la bande. Non, pas. Oui, je pense qu'il a essayé, mais il n'avait pas forcément le bon angle. Quel est votre coup préféré, Philippe Guillon? Oui, aïe.
Oh, moi, je pas de. Il a failli la mettre. Oh, that's 22. Il a rien livré. Ouais, est-ce que vous avez une configuration de table ou un coup sur lequel on ferait appel à vous plutôt qu'à Yannick Poulain par exemple? Oh non, je pense qu'on fera appel à Yannick qui est beaucoup plus affûté que moi dans le sens où il pratique beaucoup plus et puis à haut niveau. Et non, chacun a ses. On affectionne plus ou moins des coups bien sûr, mais il faut avoir un panel de coups pour pouvoir réaliser une fermeture de table ou. Alors ça fait qu'après bon, on excelle dans certains coups, un peu moins dans d'autres, mais on affectionne de toute façon la construction du break. Le résultat est sur la construction du break et c'est vrai que dès qu'on est collé bande, etc., il n'y a pas beaucoup de joueurs qui affectionnent ce genre de position. Maintenant après, dès qu'on est bien confortable sur la table, etc., que ce soit un coulé ou un rétro, si c'est un coup bien réalisé, on est toujours fier de son coup. Et pour vous battre, quel est le conseil que vous donnez à vos adversaires? Garder son sang-froid, toujours. C'est comme ça qu'on vous battra? Bon, je pense, oui. C'est pas en s'énervant de toute façon. Ça ne fera que motiver son adversaire. Et... Vous parlez d'énervement, ces joueurs qu'on suit sur le circuit professionnel c'est rarissime. Oui. Sur les heures et les heures de présence. Ou même s'ils le font, ils le assurer, font très très discrètement et en dehors des caméras. Quoique des fois il y a Oui. Il y a des petits sauts d'humeur, mais Au-delà des grimaces, il y a des petites agressions du cadre. Ou des queues dans le fût et soulever un peu haut. Là, on imagine le résultat si le joueur se laissait aller. Stewart Bingham est aux prises avec Ding Junhui sur la table numéro 3. C'est ce qui explique l'enchantement du public chinois. Bien joué. Et Ken Doherty, Stephen Lee. Lee, c'est un anglais, c'est pas un chinois. Et l'Irlandais mène 1-0. Le Junhui Bingham, il n'y a pas encore, à notre connaissance, de frappe inscrite. Eight. Il y a une jolie croix là, inscrite par toutes les billes sur la table. C'est encore le cas. Une croix pascale. C'est Junhui, on peut prédire qu'il a gagné une manche. Bingham, il va avoir du mal. Alors, il faut se replacer sur la verte assez précisément. Parce que l'entrée de poche de la verte est assez. La verte est assez proche de la bande. La zone idéale, c'était celle-là, entre la bleue et la noire. Oui, parce qu'il lui faut un peu d'angle pour remonter pour pouvoir jouer la marron, tout simplement. Il ne peut pas se permettre de rester à l'endroit où il y a la verte, par exemple, parce qu'il serait snooké. Et il y a quand même l'empochage à réaliser. Yes, eh oui. Ouf. Non, elle n'était pas facile. Hein. Malgré les apparences, il s'en sort bien. Hein. Ça sent le snooker. Ah oui. On a un internaute qui demande si les statistiques ou des règles de jeu ont été identifiées pour les positions de snooker. Est-ce qu'il y a un nombre de billes idéal sur la table qui facilite les séries de coups de défense? Oui, quand il y a toutes les couleurs et qu'il n'y a plus qu'une rouge, il y a beaucoup plus de chances de snooker. Bon, après, ça dépend aussi des dextérités de chacun et la facilité à lire la table, c'est-à-dire à situer sa blanche dans l'espace et la placer au bon endroit. Maintenant, après les stats, bon,
Non, il faut vraiment réussir à la mettre où on a essayé de la mettre, tout simplement. Même s'il n'y a que 2 billes, comme là, il y a 5 billes, il a réussi à faire un snooker. Presque. En tout cas, pas de faute, oui. Ouais. Pas d'ouverture. Est-ce que vous voulez que je vous dise par quelle hauteur de break a commencé Junhui? Oui, quand même, oui. 129. Ah oui, quand même. Ils sont affûtés, là. Je pense qu'il a un énorme capital confiance du fait qu'il est expatrié toute l'année en Angleterre. Et là, c'est une façon sûrement de témoigner de tout son bonheur d'être à nouveau parmi les siens. Quand on a 17 ans, ces choses-là comptent. Table roulante, très roulante. Oh non. Si elle entre. Que penser? C'est un fluke. Oui, c'est la réussite parce qu'il voulait le snooker, je pense. Hunter qui a eu un énorme coup de chance aussi dans la dernière manche décisive contre Alistair Carter. Ça a été d'ailleurs le gros titre de pas mal d'articles. Le fluke de la 9e. La bille est rentrée un petit peu, elle a changé un petit peu de trajectoire, mais c'est tout simplement en fait le sens du tapis. Oula, de suite. Non, ça c'est un petit peu moins véloce. C'est le sens du tapis qui varie un peu la trajectoire de la blanche à petite vitesse, bien sûr. Le sens du poil. Bande avant, plus que rétro. Rétro. Ah oui, pour ouvrir. Grande bande. Super. Oui, c'est un Jimmy, c'est ça. C'est Bing Bang Jimmy. Oui, faut que ça dise pourquoi. Et c'est peut-être un peu ce qui lui a manqué quelques. Ça, c'est une façon de concéder la manche. On voit mal derrière comment elle pourrait échapper maintenant à Hunter qui a été mené 41 ou 44 à rien. 41, je crois. Et qui maintenant se garantit la manche d'égalisation. Bon, ça tout de suite, ça. On prend des. Il y a un budget matériel important. Oui, important. Allez-y. Ce qu'il faut, c'est surtout faire en sorte de jouer, tout simplement. Les aléas de la table, les aléas des billes, c'est des choses qui vont pas affecter réellement votre jeu. Il y a des choses que vous n'arriverez pas à faire, mais c'est pas pour ça que vous n'arriverez pas à jouer. Il est intéressant de savoir jouer sur des tables de moyenne qualité, ne serait-ce que si on va faire des tournois ou si on rend visite à d'autres joueurs. Parce que il n'est pas aussi très très bon de jouer sur une table de trop bonne qualité si on n'est pas amené à la jouer régulièrement, que ce soit en compétition ou en entraînement. Si c'est juste ponctuel, bien sûr ça fait plaisir. Mais en fait, tous les repères, tous les dosages changent. Et après, quand vous vous retrouvez sur une table un peu plus modeste, on va dire, les réglages sont à refaire, etc. C'est qu'une question de réglage et de dosage. Maintenant, évidemment, si vous avez la possibilité d'avoir une bonne table, les tapis, c'est du Stracam, c'est le sponsor officiel de toute façon des pros. Il y a le 6811. Alors sinon, eux jouent sur le TEN. Ils appellent ça le TEN, c'est le must. Et sinon, le tapis accessible pour les salles en France ou même pour les particuliers, c'est le 6811 de chez Strachan. Alors il y a plusieurs qualités aussi dans le 6811. Il y a le silver et puis le gold. Alors, bien sûr, le prix s'en ressent. Quand vous évoquez cette marque, est-ce que c'est une forme de monopole, et on n'essaiera pas trop de le répéter, monopole de fait, bien sûr, il y a d'autres fabricants qui pourraient s'inviter sur le marché français, mais... Bien sûr, mais ils ont quand même des petits secrets de fabrication, et de toute façon, il y a une qualité qui est indéniable. Sur la durée de vie du tapis, déjà,
et sur la qualité de tissage, le grammage, etc. Voilà un témoignage de pro et une bille rouge. On voit souvent ces billes qui entrent comme ça en revenant sur la poche d'où elles ont été rejetées. Et aussi, ça affecte aussi la qualité du tapis, va affecter la qualité du roulement des billes. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des tapis qui sont plus ou moins épais ou d'autres de marques différentes et qui vont commencer à plucher au bout de quelques temps ou qui vont se détendre, qui vont s'abîmer un peu plus vite que d'autres. Et bon, ben voilà. Moi, ce que je vous conseille, c'est le Strachan. Certains joueurs de haut niveau français nous certifient que les tables sont chauffées sur le tournoi professionnel. Oui. Alors à quel degré, je sais pas. Je sais pas, mais je sais que oui, quand ils font un plan large de la table. On voit quelques câblages électriques. Oui, quelques câblages. Alors il y a un éclairage de toute table, ça c'est pour l'effet, pour mettre en valeur la table, mais il y a aussi un chauffage, oui. Alors est-ce qu'il est chauffé comme le français, légèrement pour accentuer le roulement? Mais je peux vous dire que déjà sans chauffage, ça roule énormément. Ces billes qui n'en finissent pas d'atterrir. Superbe. Ça m'étonnerait qu'il l'attaque quand même. Est-ce que cette noire est un handicap ou bien elle facilite la visée parce qu'elle offre une sorte de repère? Non, là elle gênait plus qu'autre chose. Parce que je pense qu'il aurait attaqué, c'est qu'elle était plus sur la gauche. Sur la gauche et sur sa droite. Mais sinon non. Quand elles sont un peu plus près des billes, oui, ça peut servir de repère. Mais là, il était un peu trop éloigné. Il est obligé de lâcher la main. Ah, c'est dommage qu'ils ne convertissent pas ça. Enfin, ça met en confiance encore une fois. Ça entretient la confiance des attaques pareilles. Je pense que passé 32, 33 ans, ces garçons sont déjà à l'affût au jour le jour des signes de désagrégation de leur jeu en raison de l'âge et qui amènent des visées un peu moins précises, un peu moins de courage pour s'entraîner, un peu moins peut-être de régularité ou de résistance. Oui, c'est plus sur la résistance, sur la durée dans le tournoi, je pense. Sur l'acuité visuelle, etc. Je pense pas qu'il y ait parce que maintenant il y a les lentilles et tout. Je pense que il y a des façons de compenser. Mais c'est plus sur le physique tout simplement et sur la durée, l'enchaînement des matchs et la durée du tournoi, si on va au bout, bien sûr. Il a fait le bon travail, White, en ouvrant le jeu et ça devrait scorer. Craque facilement, je trouve. White? Oui, il a tendance à ouvrir tout de suite alors que il est impatient. Il n'a pas trop changé. Hein. La défaite d'Ebdon face à Junui, 5-0. Est-ce que vous croyez que c'était par courtoisie qu'Ebdon a pu perdre de façon aussi nette? Non. Ok, c'est une vraie claque alors. Oui, je pense pas que ça soit. Il est peut-être en méforme ou... Non, je pense pas que ça soit... À ce niveau-là, il n'y a pas de... C'est pas pour ça qu'ils sont pas courtois, hein, mais... Arriver sur la table, je pense il faut faire la part des choses. Hein. De toute façon, à l'extérieur de la table, on peut être très bons amis. Et arriver sur la table, c'est le jeu. Hein. C'est la compétition, c'est le résultat.
sans que ça affecte bien sûr les relations. Oui, vous avez la pub du tapis sur les pourtours. Sur les pourtours. Hein. Bah, je l'ai à côté de moi apparemment avec vous. Oh, j'ai aucun intérêt à leur faire de publicité. C'est juste pour éviter de commettre des erreurs dans certaines salles. Bon, ça se produit de moins en moins parce qu'on commence à être informé. Mais il y a quelques années, il y avait des draps de mauvaise qualité. Oui, voilà. Circuler, et puis on se retrouvait, parce que quand on installe un drap, on se retrouve après avec 2 années avec cette qualité de drap et bien sûr avec. Il faut la confier aux débutants. Oui. Et bien sûr avec une qualité de table qui s'en ressent. C'est dommage. Autant avoir une bonne qualité tout de suite, sans pour cela avoir une qualité exceptionnelle, mais avoir un truc, un tapis correct, on va dire. Il y a une myriade de possibilités. Hein, Hunter. La table est complètement. Là, vraiment, c'est lui son ennemi. Il a l'avenue de la 3e manche qui lui est ouverte. Si nos téléspectateurs veulent informer leurs collègues qui regardent ce match cet après-midi avec des informations liées à leur salle, liées à leur club, qu'ils n'hésitent pas, s'ils veulent distinguer un champion parmi d'autres. Que s'est-il passé? Que va-t-il se passer dans votre région de snooker? C'est le moment. Et pourquoi pas d'autres billards à poche? Et bien sûr, la matrice, le billard français. On parlerait presque d'une table d'entraînement, mais est-ce que même à l'entraînement, on retrouve des tables où les rouges sont ainsi dispersés? Ils pratiquent plus l'ouverture du paquet progressive en fait. C'est pas forcément très très facile à négocier les tables complètement éclatées, dans le sens où on peut avoir un contact malheureux, se retrouver dans une mauvaise position, alors que quand ils ont, vous voyez là la table, toute table, apparemment j'ai pas vu de câblage, et ils ont bien caché. Mais pour en venir à la construction du break, etc., eux ils préfèrent avoir une table beaucoup plus propre, on va dire. Bien qu'ils ils vont s'en sortir, hein, ils vont sortir sur la construction, etc., mais ils préfèrent éclater au fur et à mesure. Ça a dû encore cartonner du côté chinois. Alors, Philippe Guillon, Hunter, il est dans sa bulle. Il est concentré. Ah là, il est sur son break, oui. Comment expliquer que des applaudissements, alors venus d'une table à côté, puissent le déranger, puisqu'il s'est redressé, il a attendu que ça passe? Si on est dans sa bulle, on ne doit rien entendre, y compris même un téléphone mobile. Oui, mais le fait de peut-être déjà qu'il s'est relevé peut-être pour une autre raison. On n'est pas sûr que ce soit pour les applaudissements, mais non seulement ça, mais il faut aussi être lucide, dans le sens où bon, on a quelque chose qui nous gêne, on laisse passer et on se remet dans sa partie. Le fait qu'il ne sort pas du tout de la construction de son break. Donc c'est une bulle, dit-on, enfin je ne sais pas si les formateurs comme vous emploient cette expression, c'est une bulle poreuse. Oui, dans le sens où il faut garder un maximum de lucidité. Aïe. 69-7.
Alors respecter le matériel, ça veut dire quoi? Vous pensez à la table elle-même, ou bien les bandes, le drap, ou bien aussi les ustensiles? Tout simplement dans le sens où sur le tapis, il y a deux choses qui touchent le tapis, c'est les billes et les mains. Déjà, on évite de s'asseoir sur une table, on évite de poser des verres, de poser un cendrier, de faire un tas de choses assez logiques en fait, hein, mais on n'a pas forcément le réflexe de ne pas faire. À part pour les initiés savent qu'il faut éviter de poser par exemple une mallette sur un drap. Même si on peut se dire que ça va pas l'abîmer, mais si, parce que si tout le monde le fait, généralement, après il y a des marques, il y a des choses qui vont nuire à la qualité du tapis. Est-ce qu'il y a des petits comportements dysfonctionnels que peuvent avoir même des initiés? Non, c'est rare. Après, ils respectent assez. Ils sont amenés à jouer régulièrement sur les tables, alors ils partent du principe qu'il faut les garder en bon état. Et là, à partir de ce moment-là, même c'est eux qui font un peu la police, on va dire. L'éducation aussi de leurs voisins de table. Qui conseillent et puis qui leur expliquent pourquoi. On n'est pas là non plus pour. C'est juste pour continuer à jouer dans de bonnes conditions. Et 3-0. C'est beaucoup, hein? C'est sévère. Ça va vite. Hein. Ouais. Bon, et puis s'il rate ce genre de coup, là. Avec le temps, je pense que c'est la motivation qui est difficile à entretenir. Un internaute souligne qu'on met souvent l'accent sur l'aspect technique et mental du snooker. Sur le plan physique, quelle est la partie du corps qui doit être irréprochable et qui est vraiment la partie pivot, disons, d'une bonne qualité, une bonne présence physique à la table? Le dos? Précisément, les reins, faut qu'ils soient, faut pas avoir mal aux reins. Si on a mal aux reins, c'est délicat. C'est pour ça qu'il faut boire beaucoup d'eau régulièrement quand on joue. D'eau ou de bière, hein, pas de problème. Mais il faut vraiment avoir une bonne. La bière, pour la précision, au début, ça doit être. Au bout de quelques bières. On doit s'y voir, oui. Mais sinon, après, physiquement, bien sûr, si un corps sain est préférable. Enfin, ça demande quand même, c'est des athlètes, hein, tous ces garçons. Ça dépend des joueurs, mais oui, en général, oui, ils entretiennent bien leur. Je pense quand même qu'ils travaillent plus le mental que le physique. Et il y en a qui travaillent pas du tout, comme oui, White, non. qui sont des purs talents. Des joueurs d'instinct, oui. Je vois mal Jimmy White en train d'assurer un petit jogging quotidien à son enveloppe corporelle. Et on n'en parle pas beaucoup, mais Jimmy est le meilleur joueur au monde au râteau. Hein. Il y a quelques années déjà, il y était. Et au râteau, il est impressionnant. Vous verrez, il ratait très très peu de coups avec le reste. Il est d'ailleurs champion du monde des râteaux. Une discipline encore inconnue là sur Eurosport. Allez, ça coule. Et on va ajouter quelques points. Ouais. Faut sortir du paquet. Oui, bien, ça devrait être assez confortable pour Hunter maintenant. Ça donne envie de jouer. Hein. Et de s'y mettre jeune. Il avait 17 ans quand il a été dans sa première demi-finale de Grand Prix. Et
C'était sa première saison en tant que professionnel. $14. $15. Vous voyez, ils sont plus à l'aise sur des tables moins éclatées, on va dire. Dans le sens où c'est ce qu'ils pratiquent le plus souvent, c'est des constructions de break assez 23. formatées, on va dire. Il arrive à gérer son ouverture de table tranquillement. Et en cas d'échec, il n'y a pas grand chose à jouer derrière. Il est sur ses gammes en fait là, tout simplement. 30. Il est en train de, comme disaient les Anglais, d'éclairer la table. 31. Et la pause qui va survenir sur un score assez net en faveur de cet Anglais. 43 000 € pour le vainqueur. Réponse à Fred dimanche soir. On a un petit conseil de jeu également sur le forum de Bruno de Nancy pour les débutants. Et puis Raph également qui nous envoie un message de Suisse sur le respect, tout ce qui est lié au fair play. J'attends l'attaque. Il va faire Alors, il va ouvrir en fait sur ce coup-là, en appuyant la rose. On est mal placé là avec la caméra, on n'a pas le... Ça doit passer en bas à gauche, non? Si, c'est place. Ouais. Ah, Il est sur une rouge. Et voilà. D'accord. C'est joli. Ça, c'est un feu d'artifice. Un peu fort. Un je peu pense, fort, oui. oui, car c'est plutôt les bandes qui ont été alimentées. Ah. C'est bien. Oui, il va jouer celle qui est en bas là à côté de. 57. Alors privilégier bien sûr, avec lucidité évidemment encore, les billes rouges ou de couleur d'ailleurs, les plus près des poches si vous avez le choix. Maintenant il faut rapporter ça à leur valeur, à la longueur qu'il faut parcourir, etc. Voilà, il déroule. Hein. Hold it. 65. 66. Alors ce matin on a eu cet incident lié à un très vif mal de tête de Davis qui a donc abandonné. Certains d'entre vous nous ont demandé si on ne pouvait pas changer les caméras de direction et s'installer sur une table voisine. Pour des raisons techniques, non, c'est pas possible. On aurait aimé évidemment et c'est pour ça qu'on a été obligé de vous proposer des images un peu réchauffées. Pendant la pause, on verra un Century de Ken Doherty, dont vous comprendrez plus tard pourquoi il aurait pu être exceptionnel. 58. Ce sera à la fin de cette quatrième manche et de ce break sans doute. Enfin sûrement. Oh, il y a du jus, hein. La vitesse, à votre avis, d'une bille quand elle part? Aucune idée. Ça, c'est une question que je pose habituellement. J'espère que je ne vous l'ai pas déjà posée. Ça doit être du 200, 300 km/h. Oh, oui. Vous dites elles sont légères, ça roule bien. Il y a du physique hein, dans le bras de ces joueurs. Voilà,
Petit glouettage déjà vu du côté de la poche du milieu et avec la bleue, je crois bien. Matin. Alors il semblerait qu'il a signé quelques autographes à l'extérieur de cette salle et du stade même. Et puis en entrant pour aller rejoindre sa table, il s'est cogné. Donc c'est un choc externe, c'est pas un mal de tête comme on peut en être saisi bien sûr si on a une maladie ou une future maladie type gastro-entérite. Là c'est un choc externe et donc il en a joué 3 des manches et puis il a dit non c'est trop difficile, j'arrête. Il sera à l'hôpital de Pékin cet après-midi pour quelques analyses, examens de prudence. Et Ricky Walden qui était tout désolé d'être ainsi qualifié en quart de finale sur défection du joueur, défection de cette sorte, mais il en est ravi quand même parce qu'il a été sorti des qualifications de Sheffield. Et évidemment, pour un jeune joueur, c'est une catastrophe. Et donc, il va avoir l'occasion de faire du gras sur cette épreuve. Voilà, on a Stéphane Oschowski, Philippe Guillon, qui est avec nous. C'est un des bons joueurs français. Stéphane Oschowski, bonjour. Bonjour. Comment va le snooker de haut niveau en France chez les, non pas les professionnels, hein, il y en a très très peu, il y en a un seul, mais chez les amateurs efficaces que vous êtes? Ça va très bien. Je vais en profiter pour féliciter Philippe Guillon pour son quart de finale à la Coupe de France. Merci. Et l'encourager dans son travail de pédagogue à la salle de Paris, tant que j'ai l'occasion. Alors c'est une salle qui est porte de la Chapelle, on le précise pour des internautes qui commencent à nous demander où est-ce qu'on peut jouer à Paris et peut-être avec notre accompagnateur. Vous avez des nouvelles du snooker dans la région. Quelle région, Stéphane Oschowski? Alors moi je suis représentant de l'Est de la France. Et donc actuellement, on peut observer de certains problèmes au niveau du snooker. Les salles ferment, il manque des salles de snooker dans des grandes villes, malgré le coup de booster que nous procure Eurosport avec les diffusions. Donc je lance un appel aux éventuelles personnes intéressées pour ouvrir des clubs ou des salles dans ces grandes villes. Alors au-delà de l'appel, est-ce que la fédération, est-ce que les joueurs peuvent faire quelque chose et apporter un soutien quelconque à des entrepreneurs ? Bien sûr. En fait, souvent, les salles de snooker ouvrent, ou de billard en général, ouvrent dans les grandes villes. Ça part d'un sens commercial, mais on peut créer son propre club dans une salle communale, par exemple. Donc il faut faire des démarches auprès des communes. Donc sur Metz, Nancy, il doit y avoir des possibilités. Donc c'est plus un appel aux élus locaux ou bien aux fonctionnaires territoriaux afin qu'ils sensibilisent ces élus que vous lancez cet après-midi, Stéphane? Oui, parce qu'actuellement on a donc des problèmes dans notre région pour organiser donc les compétitions, c'est quand même dommage. Donc on a beaucoup de jeunes qui sont intéressés pour intégrer se licencier en France et puis on ne peut pas s'occuper d'eux correctement. Très bien. Peut-être sur un plan sportif, je crois que vous faites pas mal de travail sur Saint-Avold pour sensibiliser de futurs licenciés au snooker. Vous avez pas mal de jeunes qui vous rejoignent. Quelle est la première chose que vous leur dites quand ils entrent dans la salle ? Eh bien, on leur présente d'abord la discipline, qui est une discipline mondiale. Donc on leur explique qu'il y a d'abord le snooker professionnel, celui qu'on voit à la télévision, et ensuite le snooker amateur. Et ensuite, quand ils commencent à jouer, ils s'aperçoivent que c'est très difficile. On leur explique que c'est un long chemin pour arriver au niveau qu'on voit à la télévision. Vraiment, la toute première chose que vous leur apprenez, c'est le règlement ou Oui. c'est le règlement de la salle, du sport, ou bien un geste technique? Alors les séances d'initiation, on commence tout d'abord par les règles du jeu, on présente le club bien sûr, et ensuite des exercices techniques pour leur montrer les bases, le chevalet, comment tenir sa queue, comment viser, la position. On commence comme ça. Les règles techniques qu'on ne cesse de découvrir, non seulement parce qu'elles sont dans le règlement assez compliquées, mais parce que le jeu à chaque fois vous offre des variantes ou des interprétations un peu différentes. D'où le recours aux arbitres. J'espère que vous formez aussi des arbitres. C'est quelque chose qui manque également, autant que les salles. Alors ça, à ce niveau-là, on a organisé aussi un stage d'arbitrage, puisqu'on a notre arbitre national, Christophe Gourmet, qui se déplace partout en France pour organiser des stages.
Je sais que la dernière fois j'avais lu sur le forum qu'il y a une personne qui était intéressée pour devenir arbitre. Il faudrait qu'elle prenne contact avec Christophe Gourmet par le biais du site internet. Sur ce point-là, c'est quoi le vrai bonheur d'être arbitre? C'est d'être dans un poste clé, c'est d'être à proximité des très bons joueurs sans qu'on soit appelé soi-même à le devenir. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait le plaisir d'être arbitre? Personnellement, je n'aime pas trop arbitrer, donc il faudrait plutôt poser la question aux gens qui sont intéressés par cette fonction. Ils sont en contact avec les joueurs, ils voient le jeu très près. Voilà, je pense que c'est ça qui les attire. Stéphane Chosky, une dernière question. Vous avez suivi la compétition en grande partie depuis lundi, ces images de Chine là. Un commentaire d'ensemble ou plus précis? Alors l'Open de Chine, c'est un tournoi particulier puisque donc il y avait un tour préliminaire où les meilleurs amateurs asiatiques avaient été invités. On a pu se rendre compte de la différence de niveau entre les joueurs du top professionnel et les meilleurs amateurs d'Asie. Donc ils ont, à part 2-3 exceptions, ils ont tous perdu assez facilement. Donc c'était ça que j'avais remarqué un peu sur ce tournoi. Avec cette pépite, bien sûr, qu'est Junhui en train de laminer tour à tour ses adversaires sur la route, pourquoi pas d'une finale. Junhui n'est pas vraiment un amateur, puisque maintenant c'est un professionnel, il évolue en Angleterre, et en plus dans le meilleur club en Angleterre, donc c'est un peu l'exception. Donc on a vu, c'est le seul qui arrive à s'en sortir, et puis quand on voit son niveau de jeu, on pense qu'il sera certainement champion du monde un jour. L'enseignement, c'est qu'il faut aller en Angleterre quand on n'est pas anglais pour apprendre le snooker. Je pense, oui. Actuellement, oui. C'est ce qu'a fait Philippe Guillon. D'ailleurs, Philippe, vous allez souvent là-bas, non seulement pour voir des tournois, mais pour vous initier. Oui, c'est la source. Malheureusement, on est obligé aujourd'hui d'aller là-bas pour améliorer nos compétences, que ce soit au niveau du jeu ou même au niveau du coaching. Ça, c'est incontournable. Même si on peut faire venir des pointures de là-bas sur le territoire français, mais c'est toujours très difficile de faire venir des joueurs en France, des joueurs internationaux, Stéphane. Écoutez, je me suis aussi rendu à l'académie de Peter Ebdon cet été pendant une semaine. Donc j'ai eu beaucoup de contacts là-bas avec son beau-frère. Il est déjà passé à notre club faire du coaching aussi pour les jeunes, les juniors. Il y en a un ou deux qui l'ont intéressé d'ailleurs. Mais c'est vrai que faire venir si on n'a pas de relation, c'est très difficile de contacter les grandes instances de coaching anglaises. Et puis c'est très cher surtout. Voilà, des relations, des ressources. On voit ici un placement de billes admirable qui laisse bouche bée notre consultant. Stéphane, on va vous retrouver peut-être ce week-end pour un nouvel insert téléphonique. Merci de nous avoir accompagnés cet après-midi. Et on vous rend à vos activités associatives ou professionnelles. À bientôt, Bruno. Au revoir. Bon courage, Stéphane. Au revoir, merci. Voilà. Alors, ça a été un cavalier seul de White pendant notre échange là. Ce qui est une bonne nouvelle parce qu'à 4-0, on pourrait avoir le moral en berne. Et ce qu'on peut voir sur ce coup de défense, c'est qu'il est pratiquement, il est aussi agressif pour Hunter que l'empochage de 2 ou 3 billes. Le coup de défense est un coup d'attaque. Ah oui. Et en plus là, il avait une position, il était hyper tendu, c'est-à-dire que limite déséquilibré. Et donc on peut agresser son adversaire en défendant. Oui, ce que ne laisse pas entendre le concept même. Snooker 89 qui demandait une réaction de White. Elle est venue, mais est-ce que ce sera une éclipse? Ça, c'est une bonne chose. Il a ouvert tout de suite la rose et la noire pour pouvoir continuer son break. White qui est un
un battant, donc se méfier. Il faut tuer le match maintenant, Hunter. Qu'est-ce qu'on apprend du jeu de Hunter par rapport au jeu de White, Philippe Guillon? Voilà, tout simplement, là il a l'ascendant, comme on disait tout à l'heure, c'est les vases communicants. Là c'est Paul Hunter qui a l'ascendant sur le match. C'est lui qui fait le jeu. Bon, bah White il a pas la possibilité de s'exprimer. Alors s'ils étaient tous les deux au top de leur forme, où seraient les points de dissemblance? Sur le safety et sur les vases communicants, sur les coups ratés ou les coups réussis, et qui mettraient en confiance l'un plus que l'autre. Là, il va être obligé de jouer une couleur, il va être... c'est dommage. Non, c'est bien que Jimmy... Ça serait bien que Jimmy prenne une frame. Jimmy White. Ce serait bien, mais ce serait bien qu'il fasse un break aussi. Oui, mais je veux dire dans le sens où là même dans cette situation-là, pour eux, ils sont pas... Oui, ils contrôlent. Ils sont pas réellement en grande difficulté. Non. Mais c'est vrai qu'il a regardé la main, ça aurait été mieux. Voilà, je ne comprenais pas. Je me demandais s'il y avait je m'étais trompé de joueur. Il s'en sort bien. Ah oui. Il s'en sort bien. Mais c'est une fusée, sa blanche. Hein. Oui, comme il n'a pas eu un appui, l'appui souhaité, la grosseur de bille souhaitée, le dosage s'en est ressenti. Yes. Et oui, est-ce que cette rouge passe? Apparemment, oui. Line. Il a une bonne fin de saison, White. Parce qu'en début, il s'est fait sortir dès le premier tour de 3 tournois sur 4. 8e au ranking. Ouais, 3 places gagnées. Alors, on s'apprêtait à un match court. Voilà, super. Qui est un peu amplifié. 22. J'espère que ça va l'aider à... Oui, il va avoir le confiance. public. Ouais, il y aura le public qui va le rejoindre en plus. Il y a quelques années, ces billes-là, ils ne rataient pas. Je peux vous dire que si vous avez l'occasion de trouver quelques matchs des années 80, vous serez impressionné par le... Table qui permet de préparer son coup, de repérer les angles et les perspectives, et le coup lui-même après cette prise de décision avec l'exécution. Est-ce que c'est quelque chose à quoi vous souscrivez, et quel est le complément que vous feriez à cette description? Je suis complètement d'accord sur ce qui concerne les professionnels, parce que la chaise au niveau amateur, elle est beaucoup moins pratiquée dans le sens où les breaks sont moins importants, mais au niveau professionnel, évidemment, oui, c'est des secteurs qu'il faut prendre en compte. Mais pour les amateurs, oui, la chaise, faut éviter quand même d'aller s'asseoir à chaque perte de main, en fait, parce que c'est une fatigue supplémentaire aussi.
Le fait de s'asseoir, de se relever, comme vous allez vous relever assez souvent, parce que vous n'allez pas avoir, à moins de jouer avec des joueurs d'un certain niveau qui vous enchaînent des breaks importants et consécutivement, il faut quand même essayer d'éviter d'aller s'asseoir de rester toutes les 2 un minutes. peu en Voilà, tension, même vaut si mieux. debout ça fatigue aussi. Hein. Oui, mais les jambes, Faire un bon arbitrage. même sur la longueur sur un tournoi, moi je déconseille d'aller s'asseoir. On sait pertinemment que même si on a fait un safety, d'aller s'asseoir n'est pas une bonne chose. On sait pertinemment qu'on va reprendre la main, comme les pros. Hein. Les pros ne vont pas s'asseoir systématiquement. Si on a une série de safety, on se rendra bien compte qu'ils sont tous les deux debout. Là, je sais pas si c'est Jimmy ou... Oui, c'est... Voilà. C'est Jimmy White. Ouais. Ce que faisait remarquer aussi la joueuse, c'est que quand on ne joue pas, on continue de jouer. On est toujours présent de toute façon sur le match, oui. Combinaison à 4 billes. Non, je plaisante, elle est absolument impossible. En voilà une de moins. Oh, une ouverture. Il le sait, oui. Donc il y a quelque chose qui l'est gêné. Où est-ce que vous la voyez, cette ouverture? En bas à droite? Oui, je pense qu'elle... Non, elle passe pas apparemment. Heureux. On n'a plus les caméras de poche. Il y en a un petit peu moins, effectivement. Sheffield, elles reviendront, avec des caméras peut-être verticales même. Quatrième manche a été gagnée par Ding. 3 manches 1 maintenant sur Bingham. Là, Ah, c'est ça y une est. ouverture. Mais alors, La blanche. d'abord, oui, ben bien sûr, il y a la verte. Et puis, allez vous sortir du piège de cette portion en bas à droite, là, une fois l'empochage. Et puis il est bien maintenu, il n'y a pas de souci. Oh là là. Il y avait une rose. Trop d'instinct. Il y avait une couleur. Et pratiquement, combien il y a 14, il y a 14 rouges là. Enfin, Ouais, bref. 14 rouges. Ouais. Il fallait vraiment la trouver, l'aiguille dans la botte de foin. Ah, là, c'est le miss, hein. Naturellement. L'arbitre considère qu'il l'a pas joué au plus simple, tout simplement. À partir du moment où la difficulté, bien sûr, c'est de remettre les billes en place. Hein. Les arbitres sont des professionnels. Et on a le droit de consulter les joueurs et aussi le public. Ah. Et pourquoi pas les responsables de l'audiovisuel hein. Ils s'en servent, oui. À Sheffield, je crois qu'ils utilisent le dernier plan pour remettre les billes en place. À Sheffield ou en Angleterre, de toute façon. Bon, il y a toujours, dès qu'il y a une grande partie, il y a une caméra. Hein. Ce sont des heures et des heures de snooker qui sont proposées tous les jours sur les plus grands canaux. Manque de précision. Et là, la combinaison, elle s'offre à droite. Moi, j'y vais.
je sais pas si la rouge... En bourrant un peu On la n'a pas poche. Là. ce- On peut entrer plusieurs rouges hein, pour nos téléspectateurs. Il faut juste soigner son rétro. Oui, si on rentre 2 rouges, oui, ça fait 2 points. Si on rentre les 15, ça fait 15 points. Hein. Voilà. Eh bien, ça paye. Alors il va être embarrassé quand même, mais cette poche centrale à droite. Voilà, il n'y a que cette rose. Après, ça va se déclencher. Je pense qu'il va avoir un remplacement assez simple. Confortable. Là. Voilà. Alors, Là, il peut repartir sur une bonne base, aller chercher la bleue et reconstruire son... il y a la table à reconstruire avec la noire sur sa mouche, mais il y a une rouge aussi près de la mouche qui changera la donne. Ouais. C'est maintenant. Si le jeu dure, c'est Hunter qui va souffrir. Plus la partie s'allonge, et plus Jimmy, le Jimmy blanc, white, immaculé, tiens, il nous a laissé tomber son gilet publicitaire qu'il avait arboré ces dernières compétitions, dont la couleur à l'arrière était liée à une marque de produits alimentaires. On l'a vu lécher sa main. Oui, c'est pour le grip. 13. Je ne sais pas si il le fait régulièrement, mais il le fait de temps en temps, oui, soit pour le grip ou soit pour le tapis, pour bien agripper le tapis. Comme c'est des tapis très neufs même, et ils sont très glissants sur le bridge. Ça fait qu'il mouille un peu la main pour avoir un peu plus d'adhérence, mais je sais pas s'il le fait systématiquement. Et aussi, il y a certains joueurs qui le font pour le grip, c'est-à-dire pour avoir un bon contact sur la queue. Toujours une attaque très basse sur la blanche. Et une signature immédiate. On la voit là, c'est autant de petites... On se croirait dans un avion en train de regarder la Méditerranée et tous les petits hors-bords qui laissent un sillage sur le drap. Il faut qu'il débloque absolument la rose et la noire, sinon il va avoir des coups difficiles à jouer. Il va être obligé de remonter à chaque fois sur la bleue. 25. Presque un exercice imposé. Mais qui va peut-être lui provoquer la faute. Parce que ça reste des coups. Il va laisser un petit peu d'énergie dans le sens où il fera pas forcément ce qu'il a envie de faire et ce qu'il aime faire. Il s'en occupe, il se rapproche. 30. Deux ou trois options d'attaque. Ouais, pas toutes de valeur ou de facilité égale, bien sûr. Énorme trace de craie sur le drap. Incroyable. Ouais. Quand on fait un rétro, d'ailleurs, c'est une recommandation des formateurs. Oui, quand on est gérant de salle, non. Ça, je peux vous dire, quand vous reprenez la table derrière des joueurs qui ont l'habitude de marquer leur table, c'est pas très agréable.
Mais bon, un petit coup de brosse et puis... On sait que Peter Ebdon est le responsable des joueurs au niveau fédéral international. Est-ce que vous disiez tout à l'heure que tous ces draps étaient neufs d'un tournoi à l'autre, neufs pendant la durée du tournoi, bien sûr, ils ont une semaine quand on est en finale. Les joueurs ne demanderaient pas que des draps soient un peu usagés afin de jouer sur des draps moins glissants Ils se plaignent déjà de la qualité du drap et du roulement, souvent trop important. Mais ils peuvent... Ça, c'est la fédération et ils peuvent pas... Ils ont une très grosse influence. Ils peuvent dire, voilà, on veut des draps qui soient moins roulants, vous vous débrouillez comme vous voulez, mais un drap neuf est très roulant. Très roulant, oui. C'est ça, hein, oui, d'accord. Oui. Et plus il vieillit, se patine, disons, et s'use. Plus il va normalement, il prend un peu de bonus de qualité, dans le sens où la bille va bien accrocher. Et pourtant, donc, et on peut s'arrêter là, il continue d'employer des draps neufs à chaque début de tournoi. Bien sûr. D'accord. Et même en cours en fonction du tour, hein, par exemple sur une finale ou sur les demi-finales, je pense qu'il change aussi les draps avant les tours. L'archer Doxshot en action. En train de planter ses banderilles. Le torero des années 80 qui vieillit bien. White a gagné des places cette saison. Il va peut-être nous faire un comeback ou un century. On va parler trop tôt. Est-ce que la frame est acquise? En tout cas, elle n'est pas donnée. Ouais, 51 sur la table, 62, peut-être... C'est compétitif? Oui. Ouais, là, entre celle-là. Il va se débrouiller pour en faire entrer une. Attaquer, relais sur une couleur, terminé. Il n'y a plus rien à voir. Deuxième manche gagnée de suite. Une bonne chose. Bille de frame. Yes. C'est beau, hein? Quelle fluidité. Frame. Sur un tel melting pot. 14h35, Nicolas de Niort demande si une boule, une bille sort de la table, que se passe-t-il? Faute 7 points normalement, c'est une faute grave. Et c'est faute maximum 7 points et cette bille est hors jeu, c'est-à-dire qu'on l'a mis dans une poche et on la met surtout pas sur la table. Deux manches de match sauvées par White. Paul Hunter va essayer tout de suite de faire le break de façon à ce que Jimmy ne puisse pas revenir. Jimmy White ne puisse pas revenir dans la compétition, dans le match. C'est court. Il est resté dans la noire là.
Terminé. À moins que... 21. À moins qu'elle passe, oui. Ça m'étonne. Il est encore très compact ce paquet. La bonne performance d'Hunter cette saison, c'était en octobre, une demi-finale dans le Grand Prix, et puis après ça s'est étiolé. 4 tournois où il a été battu dès le premier tour et 2 huitièmes de finale. Le dernier en Irlande. Superbe bille. On aimerait le revoir, ce coup. Splendide. Il est dans une position délicate parce qu'il n'a pas beaucoup d'angle en fait pour ressortir, pour jouer ses rouges. Et en plus, s'il met la noire, on va la respotter. Alors, et elle va gêner la première rouge. Leur spottage, c'est maintenant. 13. On va savoir s'il passe. Eh oui. Ah, dommage. Dommage. You'll be right. 13. Il l'a prise trop fine ou trop grosse? Trop grosse. Trop grosse? Ouais. Oui. Je crois. Hein. Parfois, il y a tellement de... on imagine qu'il n'y a pas de place, on force un peu et... Donc souvent, c'est la bille qui est proche de celle que l'on doit empocher, qui gêne, qui perturbe un peu, qui fait douter en fait. Bah là, en plus, c'était une faute à 7 points. Oui, on prend trop de sécurité. Maurice de Liège en Belgique trouve... Oh, on l'ennuie Maurice. Il nous trouve soporifique et il veut nous proposer la candidature d'un ancien professionnel belge. Maurice, il est bienvenu, votre ancien professionnel, qui nous accompagne en cabine. Écrivez-nous, on sera ravis de l'inviter pendant la paire de jours qu'il y a du 16 avril au 2 mai pendant le championnat du monde. Bienvenue à lui. La Belgique, la Hollande, bientôt la France, un peu d'Allemagne, la Finlande aussi, qui sont des territoires d'expansion du snooker. Hors île britannique. On a eu l'occasion de parler de Björn Envir, qui s'est arrêté dans les qualifs de ce tournoi. Super. Et vous évoquiez tout à l'heure, Philippe Guillon, hors antenne, Maguire, numéro 3 dans le classement mondial, l'Écossais qui a gagné, je sais pas, il a gagné 10, 20, 30 places depuis octobre. Oui, c'est bien installé, oui, tranquille. Dans le ranking. Eh bien, Maguire, il sera au premier tour du championnat du monde. Tout ça est connu maintenant à Sheffield et c'est O'Sullivan qu'il trouvera face à lui. Ça va être le match le plus excitant de ce premier tour.
Si un internaute pouvait nous dire combien de fois O'Sullivan et Maguire se sont rencontrés, combien de victoires pour l'un et pour l'autre, ça doit être très très partagé. Grande quiétude sur la salle. Les tables voisines sont interrompues. Super. C'est beau ça. Ouais. Ça, c'est des trucs qui mettent en confiance. Hein. Et les joueurs qui se retrouvent à côté maintenant. Il avait dû y avoir une partie sans action. En tout cas, les scores qui évoluent à la faute sur la rouge, là, ouf. Il n'est pas passé très loin. Hein. Et l'arbitre, il n'était pas hyper bien placé d'ailleurs pour la constater. Il était à gauche de White. Il aurait fallu que ce soit lui qui l'annonce. John Parrott aurait dit à la BBC que c'est à 70 km/h maximum qu'une bille avance. Ça me paraît pas beaucoup non plus, Philippe. On va revenir. 19. Je pensais que la rouge gênait l'empochage de la noire là, mais non, apparemment non. C'est de bon augure pour la poursuite de ce 8e de finale. Le regard cristallin d'Hunter qui a maintenu son rang de numéro 4 toute la saison. 34. Il n'y aura pas d'autre pause dans cette partie. On est dans le cadre d'un pur face-à-face. Et Hunter qui doit... Alors, attention, il était... Là, je vendais la peau de l'ours. 35. Oh. Au basque de Hunter White. Vous avez déjà remonté, Philippe Guillon, des situations désespérées, comme on les appelle sportivement? Oui, même des fins de frame, tout simplement, où j'étais mené de 52 points, et il y a 53 points sur la table, et fermeture de table avec 53 points. Et des matchs menés 3-0, et revenir, gagner le match 5-3,
À partir du moment où il y a encore des billes sur la table, tout est possible. Hein. Ah, c'est sûr que si à un moment ou à un autre vous vous dites que vous avez perdu, vous avez perdu. C'est ce que je dis à tous les joueurs à la salle. C'est comme quand ils tentent une bille et puis si à un moment ou à un autre il leur passe par la tête l'échec, c'est même pas la peine de la jouer. Il vaut mieux qu'ils changent de coup ou qu'ils prennent une autre option que de partir vers une incertitude. Voilà, un coup qui sera... Et malheureusement c'est souvent le cas. Hein. À partir du moment où on se dit oh, je vais la rater, ça loupe pas. Oh, ça serait bien un petit 4-3 pour relancer le match. Oui. Vu ce qu'on voit, comme on dit dans nos campagnes, vous miseriez sur qui, Hunter ou White maintenant? Moi, parce que là au score 52-36, 4-2. Jimmy White, oui. C'est pour vous c'est encore le favori en dépit d'un score. Oui, il est capable de revenir dans le match hein, sans problème. Et là, sur les dernières frames, c'est White qui a l'ascendant. Ce qui est plus inquiétant encore, c'est que Hunter n'a guère réussi de break notable, hein, même pas 30 ou 35 points ces dernières minutes. Et là, il est de plus en plus précis en plus sur son replacement. Il se bonifie, c'est juste. Voilà, il commence un peu à prendre confiance, tout simplement, hein, se laisser aller, libérer le bras. Dean Junui, il fait encore des siennes. Oh, ça, c'est Jimmy, voilà, bim. En 18 bandes. Oh, dommage. Voilà, Jimmy, le showman, qui gagne une troisième manche du 78 signal des salles à Saint-Quentin-en-Yvelines. Pas de snooker, mais d'autres billards, sûrement des billards américains, hein, qui sont un grand pourvoyeur de joueurs aussi pour le snooker. Une explication de Jérôme d'Annecy qui explique pourquoi donc Stephen Maguire n'est pas en Chine. Il ne s'est pas qualifié et comme il n'est pas dans les 16 meilleurs du monde, Maguire, en tout cas à l'issue de la saison dernière, eh bien, il y sera l'an prochain en revanche puisque il sera certain de rester. Alors, on a une question également sur est-ce que O'Sullivan peut être délogé de sa place de numéro 1 ? Non. Il sera numéro 1 à la fin de la saison, quel que soit son résultat à Sheffield. Romain de Montreuil continue de supporter Jimmy White pour qu'il devienne le président des États-Unis du snooker. Et dans le Languedoc-Roussillon, Louis de Castelnaudary cherche des adresses. Voilà. Dans un style à la White, un empochage d'Hunter. Joli. Vous êtes de plus en plus attentif et je vous entends de moins en moins, Philippe Guillon. C'est la fatigue, comme quand on est à une table? Non, c'est parce que je suis bien sur le match.
pense que le match peut basculer vraiment à tout moment, surtout sur cette frame-là. Soit Jimmy revient à égalité ou Paul Hunter. Il n'y a pas d'autre scénario. Alors le break qui tue. Contrairement au début de match, il éclate pas tout de suite. Hein. C'était White qui avait ouvert, je crois. Et c'est Hunter qui en avait profité. Ah non, de la bleue, il avait... non. Oui, d'accord. Mais il y a eu une autre position après de grande dispersion des rouges. Et c'était White qui s'y était collé. Ouais, sur son tout premier break, c'était Hunter qui avait ouvert en jouant la bleue. Et là, il est beaucoup plus prudent. Hein. Il se méfie un petit peu là, quand même. John Wee mène 4 manches 1 et 2 breaks de 50 dans la 5e. Doherty 3 manches 1 sur Lee. C'est un match qui dure hein. Du côté de Doherty, c'est un joueur de fond. 21. Vous seriez pour la limitation du temps de préparation des coups pour chaque joueur, comme on fait au basketball ou dans certaines disciplines de billard où vous avez 24 secondes pour jouer. 24 secondes, ce serait déjà pas mal d'ailleurs. Oui, tout simplement pour un peu homogénéiser le temps de match et puis surtout au niveau amateur, parce que des fois je trouve qu'il y a des joueurs qui prennent un peu trop de temps et qui jouent là-dessus pour déstabiliser l'adversaire et c'est un peu dommage. Surtout qu'ils ne jouent pas forcément mieux après avoir bien réfléchi. Dans votre salle, lorsque vous organisez des compétitions, je crois que c'est tous les mercredis, vous auriez la capacité de demander une forme de restriction de ces temps de préparation. C'est toujours très difficile à soumettre déjà, parce que bon, chacun fait ce qu'il peut souvent et c'est difficile d'exiger à un joueur qui a l'habitude d'aller à sa vitesse et assez lentement de lui demander d'accélérer parce que ça va nuire à sa réalisation. Et vous avez déjà en tant que formateur fait accélérer le temps de préparation de vos élèves? Un petit peu, oui. Il y a certains joueurs où j'ai essayé d'accélérer, de raccourcir, on va dire, le temps de préparation. C'est pas facile parce que c'est propre à chacun. Il peut y avoir parfois aussi une sorte d'inhibition et de peur de passer à l'acte. Exactement. Et auquel cas, c'est plutôt leur rendre service. Exactement, parce que plus l'hésitation sera importante et plus l'échec sera présent. Compteur vierge pour White. Un centurie coupé en deux, c'est le score de Hunter. Il a bien attendu son heure pour asséner le gros break. Il n'y a pas de traduction française pour break, Philippe? Non, série, oui. Série. Non, break, c'est break. C'est un break. Une main.
Le plus connu, c'est le mot break, alors c'est le plus utilisé, vaut mieux. On en a même fait un verbe, breaker. Et breaker c'est bien, gagner c'est mieux. Commentaire inspiré de Steve Davis, apporté sur le site. Ouais. C'est clinique, c'est propre. Il renoue au bon moment avec son bon snooker, ce garçon qui a déjà derrière lui 3 grands titres. Un peu long. C'est le British Open et le Regal Welsh 2002 qui sont ses dernières réussites. Depuis, il a été un peu plus discret, Hunter. 81. Et c'est plié. 2. Il y a des moments de grâce comme ça et Hunter, il est en plein dedans. On retrouve un peu l'esprit de la première manche. Et là, ça muselle le fan club 90. de White. Et il y a un bon centurier, la clé, dites-moi. S'il ferme, ça pourrait être... 97. Alors, Philippe Guillon m'a chapardé la feuille des centuries. Non, elle est là. Alors, 140. 139 à battre. Et il y a 140 sur la table, Ouais. à condition d'apparier Si. la rouge Il a déjà rangé, Jamie. et la noire. Alors, faut revenir sur la noire, si on veut faire mieux Oui. que le 139 de Holt. Bien sûr qu'il y a de l'argent à la clé de ce meilleur break de la compétition. Ouais, il le sait. Et il le sait, ouais, il le travaille, ce 106. meilleur break de la semaine. Il y aura encore bien des occasions de le dépasser, bien sûr, mais 140, c'est costaud quand même. 139, c'était un peu Magnifique, hein. faible. Curieusement, les meilleurs breaks de la semaine sont toujours dans une compétition au-delà des 140 points. Et on devinait que ce 139 ne tiendrait pas. Lors des qualifications, le meilleur break a été fait par Anthony Hamilton, 139. Tout ça à Prestatine, à Pontine, pardon. Et Robert Milkins, 130. Et Darren Morgan, 127. L'occasion de parler de gens un peu moins connus. Comme Sean O'Neill, 111. Paul Davison, 105. Ou bien Mike Hellett, 103 points. C'est le collaborateur de notre confrère d'Eurosport, de British Eurosport, un joueur consultant. Oh, et puis la dernière, elle n'est pas donnée. Voilà peut-être le break de la semaine sur cette noire. Mais quelle belle fermeture cette fois de partie. Ouais, 140. Fallait y être pour ça dans cette partie. On avait soit ce Century, soit la remontée de Jimmy White. Ça n'a pas été le cas. Il y a quelques années, Jimmy White, il mettait une pâtée à Paul Hunter, mais là, il